On a tous déjà vécu cette réunion, je pense. Mhm. Celle où une décision est prise et où tout le monde sent que c'est la mauvaise. Mais personne ne dit rien. Oui, ce silence pesant. On parle tout le temps de stratégie, de vision, de leadership. Mais qu'est-ce qui se passe quand, malgré tous les efforts, les séminaires, les PowerPoint, les mêmes erreurs se répètent en boucle? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on va explorer une notion qui dérange un peu, parce qu'elle met le doigt là où ça fait mal, l'incompétence stratégique. Et pour plonger là-dedans, on s'appuie sur des extraits d'un ouvrage qui va paraître, d'Adnan Benchakroun. Le titre, c'est « L'incompétence stratégique des cadres marocains Et ce qui est vraiment intéressant dans son approche, c'est la structure. ». Oui, c'est vrai. Il ne se contente pas d'affirmer des choses. Chaque argument qu'il avance est tout de suite confronté à une voix critique, une sorte d'avocat du diable interne au texte. Ce qui force à nuancer, et c'est ça qui est puissant. C'est un point absolument crucial. L'objectif de l'auteur, ce n'est pas de juger ou de distribuer les mauvais points. Il le dit très clairement. Ce n'est pas un tribunal. Non, pas du tout. C'est une hypothèse de travail, une tentative d'expliquer une frustration que je crois beaucoup de gens ressentent. Pourquoi tant d'énergie, de réunions, de rapports, pour au final si peu de transformations réelles? Exactement. Alors, allons-y. Notre mission pour les prochaines minutes, c'est d'essayer de comprendre ce que ce mot un peu brutal, incompétence, cache vraiment. Mhm. Est-ce que c'est un problème de personne ou est-ce que c'est un problème de système? Et surtout, pourquoi les solutions qu'on propose d'habitude, comme la formation, tombent souvent complètement à plat? Commençons par le début. Le terme « incompétence stratégique », c'est fort. Ah oui. On ne parle pas juste d'une erreur de parcours, là, d'une mauvaise décision prise un jour par hasard. Non, pas du tout. Et la distinction est vraiment fondamentale. L'auteur insiste beaucoup là-dessus. Une erreur, c'est ponctuel. D'accord. Ça peut même être utile, une source d'apprentissage. L'incompétence stratégique, c'est autre chose. C'est une incapacité durable. Durable. Oui, durable à penser et à agir dans la complexité. C'est un état, ce n'est pas un simple acte. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas « j'ai pris une mauvaise décision ce mardi ». C'est plutôt « je suis dans un mode de fonctionnement qui fait que je prends des décisions sans jamais vraiment évaluer Leurs conséquences à long terme. C'est exactement ça. ». D'accord. C'est la différence entre un accident de parcours et, disons, conduire en permanence les yeux fermés. C'est quand l'agitation prend la place de l'action, quand le fait d'avoir l'autorité se substitue à la nécessité de comprendre le problème. Et c'est structurel, vous disiez. Et c'est le plus important, oui. C'est un phénomène structurel. Il s'installe quand les mêmes schémas d'échecs se répètent, encore et encore, sans jamais être vraiment remis en question. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que notre premier réflexe, c'est de pointer du doigt une personne. C'est la faute du manager X Toujours. ou de la directrice Y. Mais la voix de l'avocat du diable dans le livre pose une question qui change tout. Et si le problème, ce n'était pas les gens, mais le terrain de jeu? Le contexte. C'est le cœur de l'argument. Dans beaucoup d'organisations, et l'auteur décrit ça dans le contexte marocain, mais c'est assez universel, les cadres évoluent avec des marges de manœuvre très, très faibles. C'est-à-dire? Ils sont chargés d'exécuter des orientations qu'ils n'ont pas choisies, avec des budgets qu'ils ne contrôlent pas, et des équipes qu'ils n'ont pas toujours recrutées. Attendez, je vais jouer l'avocat du diable. Une seconde, comme dans le livre. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de tout mettre sur le dos du système? Ça déresponsabilise l'individu, non? Il ne s'agit pas de dire que les individus n'ont aucune responsabilité, jamais. Mais de reconnaître que ce qui, de l'extérieur, peut nous apparaître comme de l'incompétence, est parfois, de leur point de vue, la stratégie la plus rationnelle qui soit. La plus rationnelle, comment ça? C'est une gestion pragmatique du risque. Quand on sait qu'une décision audacieuse, même si elle est juste, peut coûter un poste en cas d'échec, alors que suivre une procédure absurde ne sera jamais reproché. Le choix est vite fait. Le choix est vite fait. On ne choisit pas la meilleure option pour l'entreprise, on choisit la moins risquée pour soi. C'est une forme de neutralisation de l'intelligence, en fait. Le système pousse à ne pas trop réfléchir pour ne pas prendre de risques. C'est exactement l'idée. Le système finit par récompenser la conformité et la loyauté bien plus que la lucidité ou l'esprit critique. Ah oui? Celui qui alerte, qui pose des questions, qui dérange, il n'est pas vu comme quelqu'un qui anticipe les problèmes. Il est vu comme un perturbateur. La sanction ne frappe pas l'erreur, elle frappe la dissonance. C'est une très belle formule, c'est tout à fait ça. D'accord, donc le système pousse à la conformité. Mais ça n'explique pas tout. Parfois, on a vraiment l'impression que les gens ne se rendent même pas compte de leurs propres limites. Oui, c'est là que le livre aborde ce fameux biais. L'effet Dunning-Kruger, je crois. Oui, et c'est une pièce importante du puzzle. L'effet Dunning-Kruger, pour résumer,
C'est cette tendance observée chez les personnes les moins compétentes dans un domaine à surestimer massivement leur niveau. Pourquoi? Parce que la compétence qu'il faut pour bien faire un travail, c'est aussi celle qu'il faut pour évaluer sa propre performance. Ah, d'accord. Si on ne sait pas ce qu'est une bonne stratégie, on ne peut pas savoir que la sienne est mauvaise. C'est aussi simple que ça. Et ça, dans un environnement hiérarchique où il faut paraître sûr de soi. Ça doit être une bombe à retardement. C'est explosif. L'auteur a cette formule qui m'a beaucoup marqué. Dans certaines organisations, dire « je ne sais pas » peut coûter plus cher que de dire une bêtise avec assurance. C'est terrible. Quand la certitude affichée est plus valorisée que la prudence réfléchie, on crée un appel d'air pour les profils les plus affirmatifs, pas forcément les plus compétents. Cette phrase est terrible, mais elle sonne tellement vraie. On a tous assisté à cette scène. Mais là encore, je remets ma casquette d'avocat du diable. Oui. Ce Dunning-Kruger, ce n'est pas un peu l'excuse parfaite. C'est facile de dire mon chef est incompétent et il ne le sait même pas, plutôt que d'admettre que le projet était infaisable ou que le marché s'est retourné. Absolument. Le risque de psychologiser un problème qui est systémique est énorme, et c'est la nuance qu'apporte la voix critique du livre. D'accord. Attribuer un échec au Dunning-Kruger de quelqu'un, c'est une façon très confortable de ne pas regarder les contraintes politiques, les pressions, les objectifs irréalistes. Fixé en départ. Voilà. Souvent, les cadres savent pertinemment qu'ils ne maîtrisent pas un sujet, mais la culture de l'entreprise ne leur laisse pas d'autre choix que de faire semblant. Il y a un autre mot dans le livre qui m'a fait sourire. L'ultra-crépidarianisme. Ah oui. Ça sonne comme une maladie rare, mais en fait, on en voit les symptômes tous les jours en réunion, hein. Absolument. C'est le syndrome du « je dois avoir un avis sur tout ». C'est cette tendance, très humaine d'ailleurs, à donner son avis sur des sujets qui sortent complètement de notre champ de compétences. Et en management, ça devient un vrai problème? Oui, donnons un exemple concret. Oui, je veux bien. C'est ce manager financier, expert en tableur Excel, qui en pleine réunion marketing se sent obligé de donner une leçon sur le choix des couleurs du nouveau logo. Ou sur la psychologie du consommateur. Exactement. L'auteur montre que ce n'est pas juste de l'ego, c'est une pression du système qui valorise la parole rapide, l'interventionnisme sur la réflexion silencieuse. Le silence est suspect. Le silence est suspect. Rester silencieux, c'est risquer de passer pour quelqu'un de désengagé ou pire, d'incompétent. Donc il faut parler, même pour ne rien dire. Voilà. Et la décision se construit moins sur une analyse solide des faits que sur la capacité de certains à imposer leur récit, même s'il est fragile. L'erreur, ce n'est pas de donner son avis. C'est de le faire sans méthode, sans écoute et surtout, Sans reconnaître qu'on ne sait pas. sans reconnaître les limites de son propre savoir. Exactement. La culture qui pénalise le doute fabrique elle-même cette illusion de leadership omniscient. D'accord, donc si on met tout ça dans un shaker, on a des gens qui surestiment leurs compétences, d'autres qui se sentent obligés de parler de tout, le tout dans un système qui récompense la conformité. Le cocktail est intéressant. J'imagine qu'on n'arrive pas au top de la performance organisationnelle. On arrive à un phénomène que l'auteur nomme la caquistrocratie. C'est un mot qui peut paraître extrême, mais il faut bien comprendre ce qu'il signifie ici. Ça veut dire littéralement le gouvernement par les pires. Oui, Ça fait un peu peur, on dit comme ça. C'est une caricature. l'auteur insiste beaucoup sur ce point. Ce n'est ni une caricature, ni une conspiration des médiocres. D'accord. C'est une dynamique organisationnelle insidieuse. Ce n'est pas que les pires prennent le pouvoir activement. C'est que les mécanismes de promotion, de sélection, finissent par favoriser des profils spécifiques. Desquels? On ne promeut pas forcément le plus compétent techniquement ou le meilleur stratège. On promeut celui qui rassure la hiérarchie, celui qui ne fait pas de vagues, celui qui est un excellent navigateur politique. Et la pensée critique, dans ce modèle, elle devient quoi? Elle devient un facteur de risque pour une carrière. Progressivement, les profils les plus aptes à la politique interne prennent le pas sur ceux qui savent penser stratégiquement. Et les conséquences, elles sont lourdes. Concrètement, ça ressemble à quoi dans une entreprise? Une kakistocratie douce? Ça se traduit par un appauvrissement général du capital intellectuel. Les décisions deviennent de plus en plus court-termistes, focalisées sur le prochain reporting. L'innovation n'est plus vue comme une opportunité, mais comme un risque inutile. Et le plus grave, c'est l'effet sur les talents. Les plus exigeants, les plus créatifs, finissent par se heurter à ce plafond de verre de la conformité. Et donc, soit ils partent. Soit ils partent, soit ils se désengagent et se taisent. Le problème avec cette dynamique, c'est qu'elle ne produit pas seulement de mauvaises décisions. C'est plus insidieux. Petit à petit, la médiocrité devient la norme. C'est ça. Ça devient normal de ne pas challenger, de ne pas viser plus haut. Et ça tue une organisation à petit feu.
Mais là aussi, la voix critique du livre soulève une objection de fond. Ah, Est-ce que ce concept est vraiment mesurable? Qui est légitime pour décider de ce qu'est la compétence? Un succès peut être un coup de chance. Un échec, une crise mondiale imprévisible. C'est complexe. c'est vrai. Et puis une personne qu'on jugerait peu compétente en vision stratégique peut être excellente pour maintenir la cohésion d'une équipe ou assurer la stabilité. Des fonctions invisibles, mais vitales. Exactement. Qualifier un système de kakistocratie sans ces nuances, ce serait passer à côté de la complexité des besoins réels d'une organisation. Ce qui m'a vraiment frappé dans les extraits, c'est cette idée que les pires dégâts de ce système sont souvent invisibles. Oui. On ne parle pas de faillite spectaculaire, c'est plus subtil. Oui, c'est une érosion lente. Le texte identifie plusieurs de ces coûts cachés. Il y a d'abord ce qu'il appelle le coût des décisions irréversibles. C'est-à-dire, Une mauvaise décision sur un produit, ça se corrige. Mais une décision d'investir massivement dans une technologie qui s'avère obsolète, prise sans analyse fine, ça engage l'organisation sur des années. C'est très difficile de revenir en arrière. ça c'est le coût matériel. Mais il y a aussi le coût humain, j'imagine. Évidemment, c'est la démotivation, le cynisme qui s'installe, et finalement le départ des talents. Quand les gens les plus engagés voient un décalage permanent entre le discours officiel sur l'excellence et la réalité des décisions, Ils perdent confiance. ils perdent confiance. Et cette perte de confiance, ce coût symbolique, il est énorme. La crédibilité de l'équipe dirigeante s'effrite, en interne comme en externe. Ok, les coûts directs, on peut les imaginer. Mais le livre parle d'un coût encore plus profond, presque fantôme. Exactement. Et c'est peut-être le point le plus dérangeant de l'analyse. C'est le coût des opportunités manquées. C'est-à-dire, Ce n'est pas le coût des projets qui ont échoué. C'est le coût des projets qui n'ont jamais été proposés. C'est le coût des idées qui sont mortes dans un coin de bureau, parce que personne n'a osé les exprimer. l'innovation qui n'a jamais vu le jour. Le marché qui n'a jamais été exploré. Et ça, aucun bilan financier ne pourra jamais le mesurer. Bon. Le constat est assez sombre. On a un système qui produit de l'incompétence, avec des coûts invisibles mais massifs. Mhm. La question qui vient tout de suite, c'est on fait quoi? On forme les gens, on leur apprend de l'humilité, on met en place du feedback 360? Non? Et c'est là que l'analyse devient encore plus critique. L'auteur considère la plupart de ces solutions comme des remèdes cosmétiques. Des pansements sur une jambe de bois? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il continue de traiter le problème comme s'il était individuel, alors qu'il est systémique. Développer un peu. La formation, par exemple, ça ne peut pas faire de mal. Si. Prenez la formation au leadership. Vous pouvez envoyer un manager au meilleur séminaire du monde. S'il revient dans une organisation où la culture n'autorise pas à appliquer ce qu'il a appris, Où on lui dit c'est bien, mais ici, on fait comme ça. voilà, où toute tentative de changement est bloquée, cette formation n'aura servi à rien. Pire, elle aura augmenté sa frustration. Et le feedback. Tout le monde prône le feedback. Le feedback, c'est merveilleux en théorie. Mais dans la plupart des organisations, il ne circule que dans un sens, du haut vers le bas. Ah oui. Critiquer son supérieur reste un acte extrêmement risqué. Le feedback devient alors un outil de conformité, pas un levier d'apprentissage. Et l'appel à l'humilité. C'est une injonction paradoxale. On demande aux dirigeants d'être humbles, tout en les évaluant sur leur capacité à paraître infaillibles et à décider vite. L'avocat du diable va même plus loin. Il ne dit pas seulement que ces remèdes sont inefficaces, il suggère qu'ils peuvent être dangereux. Oui. Comment ça dangereux? En quoi plus de feedback pourrait être une mauvaise chose? C'est un point contre-intuitif mais essentiel. Une inflation d'exigences. Il faut être humble, agile, audacieux, à l'écoute, tout ça, ça peut devenir totalement paralysant. Trop de pression. Oui, le feedback, s'il est mal géré, peut se transformer en un tribunal permanent, un outil de contrôle social qui anéantit toute prise de risque. Et la contradiction? La valorisation de la contradiction, si elle est poussée à l'extrême, peut ralentir la décision à un point tel que l'organisation devient incapable d'agir. Finalement, elle préférera une stratégie médiocre, mais stable, à une stratégie meilleure, mais plus conflictuelle. Donc le remède peut renforcer la maladie. En voulant créer des systèmes parfaits, on finit par créer une inertie encore plus grande. Précisément, le remède renforce ce qu'il prétend combattre, la peur de la décision et la peur du risque. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, l'analyse nous pousse à regarder au-delà des individus. Oui, L'incompétence stratégique, ce ne c'est pas une collection de fautes personnelles, mais plutôt le produit logique, presque inévitable, de systèmes qui, sous couvert de chercher la performance, valorisent en réalité la stabilité et la conformité. c'est le message central. La conclusion de l'auteur n'est pas un appel cynique à se résigner.
ni un appel naïf à trouver des dirigeants parfaits. Non. C'est un appel à construire les organisations qui sont, elles, assez robustes pour supporter le doute, la contradiction, l'apprentissage réel, des organisations où l'on a le droit de dire « je ne sais pas Ou je me suis trompé. » ou « je me suis trompé ». Exactement. Le véritable enjeu, ce n'est donc pas de changer les gens, mais de modifier les règles du jeu qui les font agir de cette manière. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de recette miracle, pas de 5 étapes pour éliminer l'incompétence. Non, ça serait trop simple. Ce serait trop simple. C'est plutôt un changement radical de perspective. Une invitation à une lucidité plus adulte, moins magique, sur la manière dont nos organisations fonctionnent vraiment. Au-delà des organigrammes et des belles valeurs affichées sur les murs. Bien au-delà. Et pour conclure notre réflexion, peut-être une pensée à emporter avec soi. Dans nos propres environnements de travail, que ce soit une entreprise, une association, une administration, Mhm. quels sont les désaccords qui coûtent trop cher à exprimer? Quelles sont les questions qu'il ne vaut mieux pas poser? Et qu'est-ce que ce silence partagé nous coûte réellement, à long terme ?